Tout d'abord, je tiens à remercier cette reconnaissance au travail que nous effectuons dans la lutte pour les idées de liberté. Et ici, je vais dire une petite anecdote et ce qui a à voir avec ma relation avec le libéralisme. Si vous allez voir un match de football d'Argentine en Argentine, vous verrez les stands de gens publics et très gais, avec de nombreuses couleurs, très colorées, très pittoresques. C'est plus avec des chansons, un spectacle vraiment en soi. Mais aussi jolie la galerie est et à quoi elle ressemble. Et tout ce qui encourage. Vous mettez le ballon au centre du terrain et si vous n'entrez pas Messi pour botter le ballon ne bouge pas. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que la bataille culturelle, la discussion des idées est très importante. Ce que l'on fait dans le domaine académique est très important. Mais sans une action politique, il n'est atteint nulle part. Parce que si nous retournons à la métaphore du football, ils donnent un coup de pied, ils vont à l'encontre de l'arc, ils continuent de marquer des buts et s'en fichent. Ensuite, la seule véritable façon d'arrêter les progrès du socialisme, du statisme, du collectivisme, du constructivisme, le seul moyen est de s'arrêter devant et de leur donner la bataille, non seulement dans la culture mais aussi dans l'arène politique. En ce sens, je peux dire quelle est mon expérience, car sans aucun doute, l'ensemble des antécédents accumulés en termes académiques est un guide extrêmement important pour la prise de décision. Je leur dirais presque que c'est fondamental parce que c'est ce que le Nord détermine et ce qui détermine, fondamentalement, ce qui guide chaque mesure. C'est pourquoi je veux vous dire deux choses. Comment suis-je devenu libéral, dans une version très synthétique et comment je le fais? En fait, ma formation de base est un économiste, dans mon cas, comme dans la grande majorité des économistes, et cela surgit dans tout le pays. Il n'y a, pendant la course, aucune mention d'économistes libéraux. En fait, je dis généralement que si un économiste diplômé en Argentine est demandé qui est Ludwig von Mises, il lui dira qu'il croit qu'il s'agit de la sélection des Pays-Bas. En ce sens, j'ai reçu une formation de ce qu'on appelle un post-keynésien, qui serait un keynésien avec des colorants marxistes. Ensuite, j'ai muté vers le keynésianisme forte, puis j'ai marmonné les keynésiens du déséquilibre, puis vers les keynésiens néoclassiques, puis étant donné toute ma base mathématique et dans l'économie néoclassique, je suis devenu un néoclassique accentué. Ensuite, j'ai fini par radicaliser dans cette situation et aligner avec la véritable école de rentabilisation, c'est-à-dire avec l'école des cycles réels. Et lorsque la crise de subprime, 2007, 2008 et le déséquilibre mondial sont apparus face à la possibilité d'une nouvelle catastrophe sur la planète, je me réfugiai à nouveau et la lecture de Keynes et Friedman. Par conséquent, face à cette frustration que j'ai eue avec l'analyse économique, j'ai décidé de me consacrer aux problèmes de croissance économique parce que j'ai dit, eh bien, je vais faire face à des choses à long terme et j'en connaîtrais une sur 50 ans si je réussissais ou non. Ensuite, j'étais heureux, satisfait de toute la littérature de croissance, jusqu'à ce que je sois invité par le Forum économique mondial à donner une exposition. Pas le dernier ainsi rimbombante, mais une démographie et une croissance excessive. Là, j'ai rencontré Angus Madison et là j'ai trouvé un nouveau choc très fort. C'était le thème de ce qu'on appelle dans les preuves empiriques le bâton de hockey. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la série d'Angus Madison entre l'année 0 de l'ère chrétienne et en 2000,
vous verrez que le PIB par habitant a la forme d'une augmentation très importante. En fait, dans la section de l'année 0 à 1800, le PIB par habitant ne augmente que 40%, et cela ne se produit qu'après la découverte de l'Amérique au XVIe siècle. Cela impliquait que le monde n'a augmenté qu'à un taux de 0,02% par an, c'est-à-dire que 3500 ans étaient nécessaires pour doubler le PIB par habitant. L'autre chose qui voit l'une est que de 1800 à l'an 2000, le PIB par habitant se multiplie 9 fois, mais dans un contexte où la population est presque multipliée 8 fois. Autrement dit, au cours de ces 200 années, le PIB est multiplié par environ 72 fois. Pourquoi est-ce important? Parce que la quantité de travail dans l'économie augmente fortement, et pourtant le produit se développe plus que proportionnellement. C'est-à-dire que le postulat de diminution des rendements marginaux n'est pas réalisé. Et un problème apparaît que dans l'économie néoclassique est appelée non-convexité. La non-convexité, qui est un problème mathématique, est en fait associé à des structures de marché concentrées. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous étudiez la microéconomie et regardez les structures du marché concentré, c'est-à-dire que je mets le cas le plus violent, disons les plus extrêmes, qui est le monopole, selon la théorie néoclassique que les monopoles sont mauvais. Et il y a deux questions. Parce que lorsque vous regardez 1800, le nombre de personnes qui vivaient dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins d'$1 quotidien, c'était plus de 95% de la population. Et lorsqu'ils l'ont examiné en 2000, ce nombre était tombé à moins de 15%. Ainsi, en outre, les niveaux de qualité de vie s'étaient multipliés phénoménalement. Donc, la question est, comment peut-il être quelque chose qui a été si vertueux pour l'humanité, en termes de bien-être et en termes de pauvreté, quelque chose de si merveilleux? Ce pourrait être que la théorie économique, soi-disant bonne théorie économique, a dit que c'était mauvais. Cette situation m'a beaucoup perturbé et cela m'a fini par m'emmener à quelque chose de merveilleux, qui devait trouver un article de Murray Newton Rothbard appelé « Monopoly and Competition ». Je me souviens que lorsque j'ai reçu cet article, un article de 140 feuilles, est allé déjeuner au travail et, rien, je me suis étendu. Après 3 heures, lorsque j'ai fini de lire l'article, j'ai dit « Tout ce que j'ai enseigné en tant que structure du marché au cours des 25 dernières années est faux. Là, je suis devenu une école autrichienne. » Il est très intéressant de ce que Rothbard souligne dans cet article parce que la première chose que l'on doit considérer est que la proposition de la structure de l'économie néoclassique en termes de monopole. La première erreur qu'il fait est ce que Hazlitt dit sur la différence entre un bon économiste et un mauvais économiste, sont les structures d'une seule période et d'un seul bien. Autrement dit, ils ignorent les effets de l'équilibre général, ce qui se passe dans le reste des marchés, et ignorent également l'intemporalité. Par conséquent, cela montre déjà que l'analyse était viciée, que l'analyse était incorrecte, que l'analyse a eu de graves problèmes. Non seulement cela, mais a également ignoré la possibilité de substitution. Pour le dire d'une manière ou d'une autre, je peux avoir le monopole de la production de Ferrari. Disons que je suis Fiat. Donc je peux avoir le monopole de la production de Ferrari. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas de concurrence contre un McLaren, ou contre une Maserati, ou une Lamborghini. Par conséquent, cela a déjà montré qu'il y avait des problèmes. Et, d'un autre côté, il n'était pas vrai que le monopole devait être mauvais, car en fait la définition originale du monopole qui correspond à leur coco, et c'est là qu'Adam Smith l'a pris, défini comme un monopole qui est le lieu où le monarque ou le prince, ou le seigneur féodal, ou qui était le représentant de l'État, déterminé que dans l'endroit où il a envoyé une entreprise féodale, ou qui était le produit représentatif. Autrement dit,
Mais si cela a été violé, il est tombé avec toute la force de la loi et cela pourrait impliquer de l'envoyer en prison, de l'envoyer à l'absence. Dans ce contexte, ce qui était clair, c'est que le monopole est mauvais quand il s'agit d'un monopole imposé par l'État, pas lorsqu'il y a un seul offrant. Lorsqu'il y a un seul offrant, en fait, Mise lui-même le dit, je travaille avec le reste des entrepreneurs qui n'offrent pas le produit, pas avec le seul à l'offre. Cela est toujours illustré par un cas où nous supposons que j'ai une situation où j'ai 10 entreprises qui proposent des téléphones portables et maintenant une entreprise qui génère un nouveau téléphone portable de meilleure qualité à un meilleur prix. Naturellement, les 9 entreprises restantes se cassent. Et ce n'est pas mal. Il est typique de la dynamique du capitalisme. Autrement dit, les faillites font partie du capitalisme, elles font partie du processus. Quelqu'un qui est plus efficace apparaît et fait faillite, et en ce sens, il y a un énorme gain de protection sociale. Parce que maintenant vous avez un meilleur téléphone, qui est de meilleure qualité. Ils ont également payé moins d'argent pour cela. Et cet argent qu'ils ont économisé maintenant peut l'utiliser dans d'autres choses. Par conséquent, ils ont également un gain de bien-être car ils consomment désormais plus que les autres marchandises. Mais, d'un autre côté, il est également remis en question que le monopoliste gagne de l'argent. Et quel est le problème que Silver gagne ici, au fond? Est-ce un bienfaiteur social? Il gagne de l'argent parce qu'il résout un problème aux gens. Et, en ce sens, que pouvez-vous faire de tout cet argent que vous gagnez? Eh bien, l'une des choses que vous pouvez faire est de la dépenser, de la consommer donc. Elle génère des lieux de travail et de meilleures conditions de vie d'où vous dépensez ailleurs. D'accord. Maintenant ne le consomme pas. Le sauve maintenant. Eh bien, si vous l'économisez, cela approuvera l'investissement. Alors cela générera que de nouveaux emplois sont créés dans d'autres endroits de l'économie et permettra à l'économie de continuer à croître. Par conséquent, c'est de retour à tous. L'autre est qu'elle a réinvesti dans votre propre entreprise. Mais si vous réintégrez dans votre propre entreprise, cela augmentera encore plus l'offre. Par conséquent, il devra toujours offrir des biens de qualité et un meilleur prix pour vous dépasser. Et, enfin, supposons qu'il est un tyran et veut ruiner la vie des gens. Ensuite, il ne fera rien de tout cela et il saisira tout cet argent qu'il a gagné et s'enfuira sur la terre. Eh bien, fumez le montant d'argent au sein de l'économie. Le niveau de prix est inférieur et distribue bien pour tous avec des prix inférieurs. En définitive, lorsque le monopole provient de ces caractéristiques, il serait incorrect d'appeler le monopole ou d'aller trouver le problème des non-convexités. Mais ce problème en économie est, car après les dégâts énormes qui ont causé l'apparence de la théorie générale de Keynes et avec toute l'analyse économique désarmée et avec la nécessité de réarrêter le système de réflexion sur l'économie comme une conséquence de la destruction causée par le keynésianisme, vous pouviez opter entre la ligne qui venait de l'école autrichienne, mais qui avait été battue par la Grande Dépression, pas parce que c'était la faute de la défaillance de l'école autrichienne. Ils ont interprété ceux qui ont interprété ce qui s'est passé. Et, d'un autre côté, vous aviez la ligne de Walras. Ensuite, plus à travailler dans cette ligne de l'économie mathématique où, d'après le travail de Wald, qui était déjà au début du XXe siècle, des économistes tels que Mackenzie, Arrow, Debreu, Jean, où ils reprennent essentiellement cette façon de penser. La réalité est que la discussion de l'équilibre a été une discussion sur l'existence de l'unicité et de la stabilité. Et le problème commence lorsque le problème normatif, l'analyse du bien-être, est mis au milieu de l'analyse, c'est-à-dire lorsqu'ils mettent Pareto au milieu. Et lorsque vous devez choisir l'optimalité, vous voyez dans le dilemme de choisir entre l'usine d'Adam Smith, qui sont les rendements croissants et l'idée de la main invisible.
Ensuite, dans la construction telle qu'elle est élevée dans la théorie néoclassique, c'est un dilemme. Et pour conserver les propriétés de bonne santé, les économistes ont nettoyé les rendements croissants, sont allés aux fonctions de production avec des rendements marginaux décroissants ou des rendements constants à l'échelle, et ont ainsi réussi à maintenir l'idée de la main invisible comme une situation d'optimalité, où tout la maximisation de leur utilisation, et les entreprises maximisant les avantages, qui dérivent dans une situation de maximisation du puits. Mais, entre autres, en tuant des rendements croissants, ils ont tué la croissance économique et la théorie néoclassique n'a pas pu expliquer la croissance économique. Par conséquent, il a dû systématiquement recourir à des patchs pour expliquer la croissance économique. Je leur dirais presque que la situation d'analyse économique sur ces questions est assez drôle et frustrante, car lorsque Robert Solow fait les tests d'un modèle avec une fonction de production néoclassique, le modèle développé en 1956 en parallèle avec Trevor Swan, et en 1957, il les teste, la situation est très frustrante car elle ne gère qu'à expliquer 15%, et tout le reste était résidu. Dans Solow, la manière dont tout a été fixé avec des facteurs exogènes déterminés par le doigt. Par conséquent, tout ce que j'ai dû expliquer la théorie, l'expliquait par le doigt. Ce débat a été réglé vers le milieu, vers les 80, y compris le capital humain. Il y a deux lignes d'analyse. L'une, la microéconomique, qui est celle de Gary Becker, et que je me sens profondément fier parce que dans la liste se trouve Gary Becker. En fait, lorsque je vivais dans mon ancienne maison, au centre du salon, j'avais une photo d'1,5 mètre pour 1 mètre de Gary Becker faisant la déduction de l'équation Slutsky intertemporelle. Imaginez donc ce que cela représente pour moi, un adepte actif de Gary Becker, après avoir vu son nom dans cette assiette. Et le pauvre Gary Becker a enduré dans le salon de ma maison jusqu'à ce que mon fils à 4 pattes, Conan, commence à accompagner Murray, Milton, Robert et Lucas. J'ai dû jeter les murs et faire des pièces de rechange, et il n'y avait plus de place pour la peinture. Mais au-delà de cela, la littérature a été essentiellement corrigée et la littérature a toujours une correction qui, de mon point de vue, n'est pas la meilleure. Paul Romer, qui a remporté le mieux, qui a mieux interprété ce type de problème, qui a remporté le prix Nobel en économie et a été en mesure de mieux saisir les idées d'Adam Smith et de Schumpeter pour expliquer la croissance économique. Cette idée que chaque entreprise, avec l'idée de destruction créative, crée son propre monopole et essaie de capturer des rendements croissants. Ils font des innovations et ce processus est généré que Schumpeter a décrit comme une destruction créative, et c'est ce qui nous permet de voir une forte croissance. De toute évidence, ces types de problèmes sont importants, presque que je dirais corps. Au point qu'avec mes conseillers, le docteur Demian Redel, nous réécrivons une grande partie de la théorie économique pour pouvoir dériver l'optimalité de Pareto, à la fois statique et intertemporelle, ayant des fonctions de production non convexes. Autrement dit, si cela finit par aller bien, il me donne probablement le prix Nobel avec Demian. Mais cela fait partie d'une autre histoire. Car ce problème corrigerait, le conflit disparaîtrait entre l'usine des Alfilers et la main invisible. Et cela est intéressant et, en outre, libertaire libéral, dans un pays qui a récemment dominé les idées de la gauche, jusqu'à ce que, en décembre 56%, voulait un changement en faveur de la liberté. Et, en ce sens, c'est impressionnant, parce que l'Argentine qui affirme du 19e siècle était dans le groupe des pays les plus riches de la planète,
Pour le moment, nous sommes arrivés en puissance argentine. 140 étaient dans le classement, avec plus de 50% des pauvres. Avec une situation où l'Argentine produit de la nourriture pour 400 millions d'êtres humains. Avec une pression finale dans le secteur qui produit de la nourriture de 70%. C'est-à-dire que l'État prend la nourriture de 280 millions d'êtres humains en Argentine et 5 millions de personnes qui ne l'atteignent pas pour manger. De plus, avec l'influence, l'accélération, au moment où nous sommes arrivés dans la première semaine de décembre, les prix se sont rendus par jour à 1% par jour, ce qui équivaut à 3700% par an. Au cours de la deuxième semaine, il s'était accéléré et avait commencé à voyager à 7500% par an. Lorsque nous étions déjà au pouvoir, l'influence en gros du mois était de 54%, ce qui a annualisé 17 000% par an. Dans ce contexte, nous avons dû arriver au pouvoir. Ne pleurez pas et ne vous plaignez pas, ou quoi que ce soit, car dans des conditions normales de pression et de température, les gens ne choisiront pas un président libéral libertaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est très clair que l'Argentine a deux problèmes très clairs. Sur le plan économique, c'est que le problème qui ne se développe pas. En fait, au cours des 10 dernières années, le PIB par habitant a chuté de 15% et l'influence a été absolument dépassée. Il était donc clair que j'avais besoin d'un spécialiste de la croissance et de l'argent. Eh bien, les gens ne se trompaient pas. 56% ont choisi le spécialiste de la croissance et de l'argent, ce qui est mon cas. Et en ce sens, cette conversion que j'ai faite au libéralisme lorsque j'ai lu Rothbard et lu Mises, Elie Hayek, Walter Block, Alberto Benegas Lynch, fils, Aung San Suu Kyi, Jesus Huerta de Soto, Miguel Axo Bastos et de nombreux autres géants des idées de liberté. C'est devenu un élément décisif lors de la politique aussi, car non seulement l'école d'économie autrichienne a le rôle lié à l'analyse économique, mais comprend également lors de la réalisation d'une approche de la liberté et d'une approche de l'éthique et de la morale de la liberté. Par conséquent, pour nous, il est très utile lorsque nous sommes confrontés à un problème. Nous commençons toujours par la définition du libéralisme. So, I usually use the definition of Alberto Benegas who says, liberalism is the strict respect of the neighbor's project based on the principle of non-aggression, in defense of the right to life, freedom and property, whose institutions are private property, the market free of state intervention, free competition understood in the sense of Adam Smith or in the sense of William Baumol, with the idea of William Baumol, disputable markets, The Division of Labor and Social Cooperation, et où vous ne pouvez réussir que le voisin avec une meilleure qualité ou un meilleur prix. Guillemets double. Dans ce contexte, c'est un guide très fort pour la conception de la politique. Si vous cherchez mes discours dans la Chambre des députés, l'une des choses que vous allez voir est que je me manifeste toujours contre la carence. Et la principale critique de la faim est que, surtout, c'est immoral. La carence est immorale, parce que si vous avez une carence, vous devez le finaliser et une forme brutale. Et le pire et plus immoral, c'est pour utiliser la dette, endettement. Parce que la dette est des impôts futurs. Cela signifie qu'aujourd'hui, des générations actuelles, vous transmettez le coût aux générations futures, à nos enfants, à ceux qui ne votent pas, à nos petits-enfants et même à des personnes qui ne sont même pas nées. Quelque chose de vraiment immoral. Une aberration. En fait, l'Argentine a fréquemment utilisé ce mécanisme. L'Argentine est le débiteur en série maximale de l'histoire moderne, qui est également une aberration car elle implique de violer le droit de propriété de ceux qui ont décidé de signer la fin. Autrement dit,
Nous sommes si irresponsables que nous empruntions et ensuite nous ne finissons même pas par rendre l'argent. C'est le pire des mondes. L'autre cas est que, lorsqu'il n'est pas filmé, la politique utilise l'émission monétaire. En ce sens, l'Argentine depuis que la création de la Banque centrale a emmené 13-0 à la Moneda, a détruit 5 signes monétaires, avait 2 effets l'action hyper 1 sans guerre. Nous pourrions aujourd'hui prendre 3 autres zéros de la monnaie. Nous l'avons battu, nous le battons, parce que bien que l'influence en gros du mois dernier était de 3,5% et de 50, mais n'oubliez pas que nous provenons de 17 000 et la semaine dernière, l'influence de la nourriture et des boissons était de 0%. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été réalisé il y a 30 ans. Par conséquent, nous battons également de l'influence parce que l'influence est une taxe. C'est une taxe non législée. Par conséquent, il est absolument immoral, car il punit également ceux qui ont moins, ce qui est absolument régressif et, comme si cela ne suffisait pas, il déforme également le fonctionnement du système de prix. Par conséquent, pénalise la croissance, c'est-à-dire, c'est une machine à appauvrissement. Et nous attaquons également fortement la carence et l'émission monétaire. Et, enfin, une autre façon dont la fin de la fin est d'augmenter les impôts. Et lorsque vous téléchargez des impôts, c'est une attaque immobilière. En fait, s'ils le portent à la limite, si les taxes sont à 100%, nous sommes directement en esclavage. Avec quoi, il y a aussi un autre problème en termes de liberté et que plus l'État est le plus grand, moins il est libre. En ce sens, notez que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avions une carence de 15 points du PIB, 5 dans le Trésor et 10 dans la Banque centrale. Notre proposition de campagne était une tronçonneuse et a dit que nous étions fous, que cela ne pouvait pas être fait, que nous espérons qu'un point du PIB pourrait être ajusté et que la Banque centrale allait réparer seule. La réalité est que nous avons fait un ajustement final au cours du premier mois de gestion et atteint le déficit zéro à la fin. Nous avons fini par définir un ajustement de 7 points du PIB dans le Trésor et maintenant, nous commençons à recomposer les articles et à comporter un ajustement de 6 points du PIB. D'un autre côté, le quasi-déficit de la Banque centrale, qui était de 10 points sur le PIB, nous sommes tombés en 9 points. Autrement dit, dans 6 mois de gouvernement, nous avons fait la plus grande fixation non seulement de l'histoire argentine, mais nous avons également fait le plus grand ajustement de l'histoire de l'humanité. Nous retournons dans le secteur privé à 15 points du PIB. Par conséquent, l'Argentine doit se développer par la dynamique du rebond après avoir fait un fort ajustement et se stabiliser. Il a le potentiel de croître car il s'agit d'une économie qui, après 20 ans, a été très décapitalisée et les rendements sont très élevés, ce qui permet à la croissance de la croissance avec les institutions que nous avons. Le fait de contribuer 15 points d'épargne permettra un boom des investissements et, par conséquent, il y a une croissance économique. Ci-dessus, comme si tout cela n'était pas suffisant, nous avons entrepris un programme de réforme structurelle qui a déjà la sanction de la Chambre des députés et du Sénat, et est maintenant retourné aux députés pour la version finale, plus un DNI. Au total, il y a 800 réformes structurelles. Pensez que la plus grande réforme structurelle qu'il avait faite en Argentine était dans les années 90, dans le gouvernement de Menem, qui a fait environ 100. C'est-à-dire qui, en moins de 6 mois, a envoyé 8 fois plus de réformes structurelles que le cas de réforme maximale en Argentine. Cela nous permettra de passer de 90 positions dans le classement de la liberté économique et que nous pouvons ressembler à des pays comme l'Allemagne, la France,
l'Italie. Cependant, notre programme ne s'arrête pas là. Nous avons encore 3200 réformes structurelles de plus. Nous pensons à devenir le pays le plus libre du monde et, par conséquent, nous notions qu'à long terme, nous sommes le pays le plus riche du monde et, surtout, que la convergence accélère par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par conséquent, par la main des idées de liberté et de progrès technologique mais, sur toute chose, des idées de liberté, des marchés libres, du respect des propriétés privées, du respect de la vie, avec ses valeurs morales. L'Argentine laissera son sombre présent pour devenir le cas le plus brillant de l'histoire de l'humanité pour être à nouveau riche, cela fait sur le front de la bataille. Merci beaucoup et vive la liberté. Bon sang.